Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo appartenant à l'émission Artiste, mais il ne s'agit pas de la biographie de Raffaello. Vous pourriez me dire, cela fait depuis novembre que j'attends la conclusion, et tu la repousses encore? Et vous auriez raison, cependant je vous demande encore un peu de patience car ce serait oublier l'objectif même de l'émission. Nous faire découvrir la vie et l'œuvre des artistes, pas seulement les plus célèbres. Or, si un nom doit ressurgir ce 10 janvier 2021, c'est celui de Pierre-Alexandre Villeux. Sa mère, Marie-Louise de Forges, le mit au monde le 19 juillet 1748 à Paris, où son père, d'origine allemande, s'était installé 12 ans plus tôt. Jean-Georges Villeux est alors un graveur extrêmement réputé, au point qu'il fut dès son vivant surnommé le doyen de ce métier dans toute l'Europe. Nous retrouvons d'ailleurs ses œuvres dans la plupart des grands musées du continent. Pierre-Alexandre fit donc ses premiers pas en suivant une formation de graveur, comme il était d'usage à l'époque. Le fils doit reprendre l'activité du père. Et c'est encore plus vrai pour cette profession, concentrée majoritairement dans la rue Saint-Jacques. Cependant, les talents du garçon comblèrent rapidement les attentes de son géniteur, qui rehaussa en conséquence ses ambitions. À partir de ce moment, le carnet d'adresses très fourni de ce dernier entre en considération. Nous y trouvons par exemple les rois Frédéric V de Danemark et de Norvège, Frédéric II de Prusse et Louis XV. Mais il ne bénéficiait pas seulement de l'estime des têtes couronnées, naturellement. Son entourage se composait de lettrés éminents comme Denis Diderot et d'artistes brillants, dont celui qui exécuta son portrait en 1763, que nous connaissons déjà sur la chaîne, Jean-Baptiste Greuze. Pierre-Alexandre entra dans son atelier en 1761 pour parfaire sa maîtrise du dessin et apprendre la peinture. Il avait 13 ans. 1761 étant également l'année de la confection de la célèbre Accordée de village. Confronté à une œuvre de cette force à un aussi jeune âge, il est tout à fait normal que son art ait été durablement marqué par Greuze. Pour autant, il ne s'agit pas d'un plagiaire comme on pourrait le catégoriser. Tout comme Raffaello qui s'appuyait sur Leonardo, Pierre-Alexandre Villeux ne reprenait jamais servilement ni les compositions ni les formes des personnages de son maître. Il y apportait une part de sa propre personnalité. Ainsi, même s'il se réappropriait certains sujets comme les œufs cassés, le seul élément originel qui parvenait intact au spectateur était le caractère implicitement érotique de la scène. Il acheva son enseignement chez Greuze en 1763, puis suivit celui de Jean-Marie Vien, qui ne lui servit qu'à renforcer l'essence moralisatrice déjà largement prodiguée par son précédent professeur. Comme lui, c'était avant tout un peintre de scènes de genre, mais aussi de portraits, s'étant bien peu essayé aux sujets exotiques qui fascinaient alors les artistes officiels. Son bagage artistique était davantage ancré dans la peinture nordique, dans laquelle puisait déjà son père. Pourtant, très peu de paysages sont de sa main. Visiblement, il affectionnait beaucoup plus les vues d'intérieur et les villages grouillants de figures, héritage lointain mais toujours vivace de Peter Bruegel l'Ancien. L'année 1774, marquée par l'accession au trône de Louis XVI, est importante pour ses vies professionnelles et personnelles. D'une part, il est agréé le 25 juin à l'Académie royale de peinture et de sculpture, ce qui lui donna le droit de participer au salon dans l'attente d'être confirmé par un morceau de réception, ce qui n'arriva jamais. D'autre part, il épousa Claude-Paul Abault. Il n'y a aucune certitude, mais il semble que le couple eut au moins un enfant, ce qui pourrait expliquer l'apparition de thèmes à la fois plus tendres et ludiques, probablement tirés de son expérience familiale. Les années 1770-1780 lui apportèrent d'autres sujets à exploiter. La pression financière accablait depuis 1763 les colonies britanniques d'Amérique du Nord, qui se soulevèrent en 1775. Malgré l'avis défavorable de Turgot, secrétaire général des Finances et d'État à la Marine, qui jugeait l'opération trop dispendieuse, Louis XVI souhaitait à tout prix faire du tort à l'Angleterre en soutenant les insurgés. Pas seulement pour s'opposer à l'hégémonie maritime d'Albion, mais aussi pour effacer le souvenir de la défaite essuyée par son grand-père à l'issue de la guerre de 7 ans, qui avait un effet désastreux sur le moral des habitants et pire, sur l'importance du pays dans les affaires internationales. La France s'engagea de plus en plus dans le conflit, fournissant tout d'abord du matériel, un soutien diplomatique à l'origine de la déclaration d'indépendance, et organisa des expéditions secrètes, comme celle de Lafayette, avant de ratifier officiellement le traité d'alliance le 6 février 1778 avec Benjamin Franklin, suite à la victoire américaine au terme des 2 batailles de Saratoga. La guerre se portait dès lors aux frontières françaises, au large des côtes, et un corps expéditionnaire dirigé par le comte de Rochambeau quitta le port de Brest le 2 mai 1780. Très peu de civils composaient les troupes dépêchées. La conscription a surtout été rendue indispensable dans les années qui ont suivi. L'armée française de l'Ancien Régime est par conséquent une armée de métier, qui obéit à des officiers issus de milieux bourgeois et aristocratiques, constituant la cible des œuvres de Pierre-Alexandre Villeux.
L'artiste s'est donc emparé de ces nouveaux épisodes rythmant la vie de ses clients les plus réguliers et a même élargi son champ d'action aux scènes de bataille. Il s'est également risqué à la sculpture avec une certaine élégance, comme semble l'indiquer ce buste en plâtre de Thomas Jefferson, devenu 3e président des États-Unis d'Amérique en 1801. Outre les œuvres liées au contexte du Nouveau Monde, il continua de répondre aux demandes des collectionneurs fortunés, exécutant des sujets pétris d'émotions, cependant toujours empreints de la moralité qui caractérisait l'œuvre de Greuze, servis par une esthétique soignée. Parallèlement, sa notoriété fut assurée par des graveurs qui diffusaient ses œuvres, parmi lesquels nous comptons son propre père. La lettre de cette gravure, c'est-à-dire le texte, indique que le fils souhaitait s'attirer tout comme lui les faveurs des puissants. Bien que cette stratégie soit compréhensible et fut dans un premier temps profitable, ceci constitua, pour des raisons que nous allons bientôt voir, la première grande erreur de l'artiste. Nous allons parler de la seconde dès maintenant. Se montrant sensible au domaine de la littérature, il consacra plusieurs toiles aux écrits de Jean-Jacques Rousseau, objet d'un culte dès sa disparition. L'une d'elles prend pour cadre le roman de 1761, paru sous le titrage des Lettres de deux amants habitant d'une petite ville au pied des Alpes, qui devint Julie ou la Nouvelle Héloïse. D'autres œuvres, comme cette paire de toiles, témoignent de la compréhension de la pensée de Rousseau qui aspirait à un retour à la nature et au plaisir simple. Mais se rendait-il compte que cet idéal s'opposait aux mœurs de sa clientèle, qui était pourtant friande de ce genre de représentation ? Un paradoxe qui explique son incapacité à prévoir le raz-de-marée qui allait survenir, prenant précisément sa source dans les pensées de ces illustres philosophes. C'est à ce moment que nous décelons une autre faille importante. Alors que l'œuvre de Greuze s'opposait à la peinture frivole du règne de Louis XV et avait même entrevu la direction prise par la jeune génération, Pierre-Alexandre Villeux fit de plus en plus correspondre sa peinture aux attentes de ses commanditaires, qui continuaient de pratiquer un mode de vie qui était contesté. Par conséquent, il brouilla la frontière entre les passions combattues par Greuze et la raison qu'il défendait. Troisième erreur. Celle-ci lui coûta cher, car elle est à l'origine d'un certain enlisement dont Greuze s'est également rendu coupable. Raison pour laquelle nombre de ces artistes, comme Jean-Georges Villeux, n'ont pas su s'adapter. Et de 4. Vous voyez désormais très clairement arriver l'élément perturbateur. Si l'intervention française en faveur de la cause américaine a été couronnée de succès, elle a en revanche compliqué la détresse financière du royaume. Les États généraux se réunirent le 5 mai et le tiers-État tenta d'y faire valoir sa majorité. Une Assemblée nationale fut créée, mais l'accès à la salle des États lui a été refusé. L'Assemblée trouva alors refuge dans la salle du jeu de paume et promit de ne pas se séparer sans avoir donné une constitution à la France. La suite, nous la connaissons. La prison de la Bastille tombe le 14 juillet et quelques années plus tard, un roi est décapité. Les membres de la noblesse furent les premiers à fuir le couperet de la guillotine et l'instauration de la terreur. Pourtant, il semble que malgré ses contacts avec l'aristocratie, Pierre-Alexandre Villeux demeura à Paris où il fut témoin, entre autres, de l'exécution de Danton, comme le prouve ce dessin. Celui d'un homme digne et courageux face à la mort, qui lança l'ultime gage de son audace à son bourreau. N'oublie pas, surtout, n'oublie pas de montrer ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. Hormis cet exemple, très peu d'œuvres dans le corpus de Villeux témoignent de cette actualité à la fois bouillonnante et terrifiante, avec autant de force, puisque Villeux est toujours resté, comme ses prédécesseurs, attaché à ses modèles du passé, mais surtout dépassé. L'avènement de Napoléon Bonaparte sous le régime du Consulat puis de l'Empire n'a pas été un renouveau, et ce même si Greuze fit le portrait du général, et que Jean-Georges Villeux fut certes fait chevalier de la Légion d'honneur. Ce sont Jacques-Louis David puis ses élèves qui illustrèrent les événements du pouvoir, les victoires, et demeurèrent aux plus hautes charges après la restauration de la monarchie, qui atteignirent le zénith, tandis que les artistes de cette génération furent totalement éclipsés. Leur incapacité à se renouveler figea leur image et les commandes. La plupart d'entre eux furent soumis à la précarité et s'évanouirent dans une relative indifférence. 1808 fut une dure année, car elle marqua non seulement la disparition de son père, mais vit aussi sa femme tomber gravement malade. Le malheur se poursuivit puisque la santé de celle-ci se détériora pendant 12 ans au point de la rendre folle. En 1820, l'internement est malheureusement devenu nécessaire. Pierre-Alexandre Villeux, qui était âgé de 72 ans et n'avait plus les moyens d'assurer les soins, implora l'aide financière du seul enfant de Louis XVI et Marie-Antoinette qui avait réchappé à la Révolution. Il mourut peu après, au début de l'année suivante, entre le 9 et le 10 janvier 1821, dans la misère.
et son souvenir s'est éteint assez rapidement dans les mémoires. Que reste-t-il aujourd'hui de l'artiste ? À peine quelques traces, très éparses dans les collections nationales, et c'est pour cela qu'il m'était personnellement inconnu jusqu'à la création de cet épisode. Ainsi, la liste de ses œuvres est encore à établir, mais la tâche est rendue difficile, car l'essentiel est encore inaccessible, détenu par une poignée de collectionneurs. Comment comprendre alors, de la façon la plus satisfaisante possible, le parcours et la place de Pierre-Alexandre Villeux dans l'histoire de l'art ? L'homme est mort à 72 ans, pourtant sa carrière est considérée comme brève, à cause des événements fondateurs survenus à cette époque charnière de l'humanité qui ont ralenti, sinon occulté, son activité. On le croit beaucoup plus enclin envers les aristocrates, alors qu'il ne les a pas suivis dans l'exil, et nous a même transmis quelques témoignages de la tumultueuse vie parisienne. On le prend pour un imitateur de Greuze, sans originalité, alors qu'il puisait dans de nombreuses autres références visuelles, en particulier les peintres hollandais. On croit sa fortune critique assez restreinte, alors que ce tableau, estimé à 60 000 €, ce qui est déjà considérable, a été adjugé 30 000 de plus en mars 2018. Cet artiste, qui a fréquenté les salons du Louvre jusqu'en 1787, est donc tout à la fois mystérieux et familier, connu et inconnu. Ce que l'enchère de 2018 a surtout révélé, c'est un artiste dont on ne doit pas sous-estimer la valeur et qu'il ne faut plus oublier. Le chantier est engagé. Il ne reste plus pour nous qu'à localiser, identifier, collecter, rassembler, étudier et admirer autant les œuvres peintes que graphiques d'un pan entier de notre histoire artistique et sociale, laissé inexploré. J'espère que cet épisode, consacré à un artiste que vous ne connaissiez probablement pas, vous a plu et intéressé. Dites-moi dans les commentaires si ce fut l'occasion d'une agréable découverte, d'une rencontre plus mitigée ou autre. Et n'hésitez pas à me laisser des remarques, à partir du moment où celles-ci restent respectueuses, bien entendu. Si vous souhaitez m'aider, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo afin que Pierre-Alexandre Villeux soit connu du plus grand nombre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode, et n'oubliez pas, prenez soin de vous.